J'ai dit que ça me fait plaisir de partager cette interview avec toi, de par ton parcours et ton expérience. Et je pense que ça va vraiment intéresser toutes les personnes qui vont écouter cette interview. Voilà. Yes, totalement. Bah, si je peux partager, c'est avec grand, grand plaisir. Voilà. Donc pour ceux qui nous regardent, bah, tu es Meryl Camus, c'est juste. C'est ça. Tu as un parcours assez intéressant parce que en fait, tu as un mélange de deux mondes. Tu as celui du marketing de réseau d'un côté et celui du marketing en ligne. C'est juste. Yes, c'est exactement ça. Donc, tu as commencé à l'âge de, je crois, 19 ans avec le marketing de réseau sans savoir vraiment ce que c'était, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer là-dedans? Mais en fait, on m'a pas, il n'y a rien qui m'a poussé, c'est plutôt on m'a tiré dedans. C'est que je savais pas quoi faire de ma vie, du coup, j'étais étudiant. J'étais Mhm. étudiant en Sciences Po parce que c'était plus un choix par défaut. Ouais. Et le truc, c'est que comme tout choix par défaut, on ne s'épanouit pas forcément. Donc, c'était une école formidable, mais moi, j'étais paumé et je recherchais ce que je voulais dans la vie. Et un jour, j'ai un ami qui vient me voir en me disant écoute, j'ai un super projet, il faut que tu viennes. Et il m'expliquait ça un peu n'importe comment. Mais vu que je me cherchais de toute façon, j'ai voulu quand même essayer. Donc, c'est vraiment cet ami qui m'a parlé du marketing de réseau et qui m'a Mhm. tiré à lui, on va dire. D'accord. Puis au début, ça t'a pas trop fait peur de partir un peu dans l'inconnu. Tu avais de toute façon envie de changer un peu ton parcours initial. J'avais envie, mais comme toute chose inconnue, oui, ça fait peur, oui, il y a des doutes. Ouais. Mais le tout, c'est d'y aller quand même, quoi. Oui, c'est vrai. J'ai déjà remarqué ça plusieurs fois. Quand on a peur, ça veut dire que c'est bon signe. Hmm, Et souvent, après, c'est le passage à l'action qui fait que la peur, elle part. hmm. Ensuite, au niveau de ton parcours, comment il s'est développé, comment tu as évolué? Bah, en fait, j'ai commencé avec le marketing de réseau, donc on est en 2013, j'ai 19 ans, je suis étudiant en Sciences Po et, euh, et du coup, je commence à me prendre au jeu parce que je découvre pour la première fois l'opportunité d'entreprendre à moindre coût. Je m'étais Mhm. jamais vraiment posé la question de devenir entrepreneur ou de créer quelque chose. Et là, je comprends avec le marketing de réseau surtout qu'il est possible de faire quelque chose de différent que d'être Mhm. salarié en l'occurrence. Donc c'est comme ça que j'ai pris cette conscience en fait de ah ok, il y a une autre vie qui est possible et, euh, et je peux décorer les montants de l'argent et je peux créer de la valeur, etc. Donc ça a été vraiment ma porte d'entrée. Pour faire les grandes lignes, les 7 dernières années, j'ai fait, on va dire, 3 ans de marketing de réseau, 3 ans de porte-à-porte et 3 ans de marketing digital. Pour caricaturer, c'est un peu ça. Ouais, Et du coup, voilà, c'est le parcours que j'ai eu. J'ai migré de l'un à l'autre et de l'un à l'autre. ok. Je pense que le fait de faire du porte-à-porte, ça aide beaucoup pour contrer un peu les objections. Ah oui, bah là, niveau objection, déjà, c'était mon dada en marketing de réseau. On m'appelait rien que pour ça des fois. Ouais, super. À croire que c'est une compétence rare, recherchée, en tout cas inconfortable. Donc, quand quelqu'un sait répondre aux objections, en général, on aime bien l'appeler. Et le porte-à-porte, oui, c'est certain. Je pense que tu connais Grant Cardone, donc Oui. un géant marketeur américain. Et lui, il a dit que dans le business, il y a 2 écoles. C'est le marketing de réseau et le porte-à-porte. Je comprends mieux pourquoi aujourd'hui. Ouais, c'est sûr. C'est un peu comme ceux qui vont démarcher les gens dans la rue pour leur faire signer pour des Hmm. associations. Ça, c'est vrai que c'est un truc super c'est hyper difficile à faire. Tu dois accrocher l'attention tout de suite. Puis en deux phrases, le gars, il a capté. Et tu apprends aussi à contrer toutes les objections. Tu apprends à accrocher l'attention, à raconter une histoire, à te vendre, Voilà. à répondre aux objections. C'est une très très bonne école aussi. Tu vois. Ouais. Du coup, avec le temps, bah, tu es devenu on va dire, expert en stratégie de vente. Et puis c'est vrai que j'en parle des fois, et souvent même avec mes clients, que finalement la vente, c'est une des premières compétences qu'on doit avoir, en tout cas la compétence numéro une quand on bosse sur le web parce que bien qu'on ait bah, une expertise, qu'on soit expert dans un domaine, et puis qu'on veut aider des personnes, mais on peut le faire seulement si on sait vendre. Je suis 100% d'accord. C'est tellement logique, mais tellement de personnes travaillent ce point. Pour toi, c'est vraiment le point clé, quoi. C'est ça. Alors, quand on dit expert en stratégie de vente, je trouve que le mot expert est un peu galvaudé. Ce que je peux dire, c'est que ça fait 7 ans que je vis pleinement de ce que je vends. Mhm. Et j'ai vendu divers produits, divers services de diverses sociétés et différents canaux. Et j'ai eu l'occasion d'avoir beaucoup, beaucoup de gens en face de moi. Donc, c'est surtout expert en comprendre ce que l'autre veut et le lui donner finalement. Voilà. Et la vente, c'est ça. Pourquoi c'est une compétence phare? Parce que la vente, c'est je veux quelque chose et mon interlocuteur veut quelque chose d'autre. Et maintenant, c'est comment est-ce que je le convainc, enfin, comment est-ce qu'on fait cet échange en fait, Mhm. de je te donne ce que tu veux et toi, tu me donnes ce que je veux. C'est trouver un terrain d'entente finalement, la vente. C'est comme ça que je le vois. C'est tout à fait ça, c'est vraiment créer cette relation de confiance entre deux personnes. Mm.
et à la fin, la personne est presque contente de payer pour un produit, pour un service, pour une prestation. C'est tout ce travail aussi bah, qu'on doit faire en tant que vendeur. Mmh. Mais c'est vrai que je trouve qu'on ne pousse pas forcément assez cet aspect-là sur certaines formations où les gens, ben, ils créent leur tunnel, ils créent leurs produits, mais après, ils sont un peu livrés à eux-mêmes sur la vente. Même avec Mais certains entrepreneurs qui sont déjà bien avancés, on voit que c'est déjà un petit truc qui manque. Mais les gens, ils veulent le petit hack, les techniques, tu vois. Ouais. En fait, oui, ils veulent construire quelque chose, des tunnels et vendre un produit, mais ils ne sont pas intéressés à comprendre les fondamentaux, la vente, la psychologie, parce que c'est le truc un peu rébarbatif. Enfin, toi, tu veux être libre et faire un tour du monde, et je te dis, ouais, mais pour ça, il faut que tu apprennes à vendre, connaître les biais cognitifs et la pyramide de Maslow. Mhm. Tu te dis, ouais, quel rapport avec travailler au bord de la plage, tu vois. Donc, Et il faut pourtant, juste c'est la faire un base. détour dessus. Ouais, il faut passer dessus. Il faut passer, mais il faut l'introduire doucement. C'est oui, oui, je vais t'apprendre à aller au bord de la plage, tout ça, mais on va faire un petit Mhm. détour, on va parler de vente aussi, parce que c'est important. C'est la différence entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont besoin. C'est exactement ça. Donc, après, c'est intéressant parce que du coup, ça fait vraiment beaucoup de points communs entre la vente et puis le copywriting de mon côté, Hmm. où finalement, on s'intéresse, comme tu disais, à la psychologie des gens, à leurs désirs profonds, à ce qu'ils veulent exactement. Et c'est tout un travail qui demande de la recherche, mais qui finalement est toujours la même, qu'on soit actuellement en 2020 ou bien en 1900. On travaille sur les mêmes biais cognitifs, sur les mêmes leviers psychologiques. Et moi, c'est ça Totalement. que je trouve passionnant. Bah oui, puis tu as aussi ce côté de bah, je sais que ça sera encore valable. Tu vois, il y a une loi qui stipule que ce qui était valable pendant 3 ans a de bonnes chances d'être valable encore pendant 3 ans. Mais ce qui était valable il y a 3000 ans, il y a de bonnes chances que ce soit encore valable pendant 3000 ans. Et le Intéressant. copywriting, la psychologie humaine, c'est valable depuis des milliers, si ce n'est des millions d'années. Donc, je pense c'est encore porteur, on va dire. C'est sûr, par rapport au hack, comme tu parlais avant, ou bien à la recherche de l'objet brillant, Hmm, la psychologie humaine, elle change pas du tout. bien sûr. Comment t'en es arrivé à mélanger marketing de réseau et marketing en ligne? Ça a été assez naturel, en fait. C'est que Ouais. je me suis intéressé au marketing en ligne. Mhm. Et, et comme à chaque fois qu'on s'intéresse au sujet, on se dit bah, ok, quelle est mon expérience, quelles sont mes forces, etc. Et il s'avère que j'ai fait top 1% mondial de plusieurs compagnies de marketing de réseau. Oui. Donc forcément, c'était sur le CV. Et un jour, je me suis vraiment formé peut-être pendant une bonne année, mais vraiment, j'adorais le marketing digital, je me suis intéressé au processus, à la vente, etc. Et je me suis dit, c'est dingue, je sais faire des tunnels de vente, je sais faire ci, il y a plein de choses et j'ai envie d'exploiter tout ça, mais je ne trouve pas quelque chose à vendre, en fait. J'avais du Mhm. mal à trouver ça. Et de l'autre côté, j'avais encore mon réseau d'amis qui faisaient du marketing de réseau. Eux, ils avaient une niche, un avatar, des produits, une compagnie. Ils avaient tout. Par contre, ils Mhm. ne savaient pas le marketer. Mhm. Et je me suis dit, ah, attends, c'est intéressant. Eux, ils ont le produit, moi, j'ai le marketing. Et si on faisait un petit échange, tu vois. Et c'est parti de cette réflexion-là. Et quelques semaines ou quelques mois plus tard, ça a donné donc mon premier programme phare, le Funnel Network. Funnel Oui. comme le tunnel de vente et Mhm. Network comme le network marketing, MLM. Oui. Et donc, ce programme enseigne aux gens qui font du marketing de réseau à parrainer grâce au tunnel de vente, c'est-à-dire en automatique, en marketing d'attraction. Mhm. Ouais, je sais que par expérience qu'un bon tunnel optimisé ben, t'augmente vraiment. Je crois qu'il y avait Russell Brunson qui parlait de 540% de résultats de plus par rapport à une simple page où tu vends juste un Ouais. monoproduit. J'imagine que c'est valable aussi dans le MLM pour toi. Ouais, je crois que Russell Brunson, il parlait de la comparaison entre un site classique, une sorte de site vitrine, Voilà, avec un site tunnel de vitrine. vente. Mhm. Ah oui, là, ça n'a rien à voir. On est sur deux spécimens différents. Et Mhm. donc, oui, bah, ça, bien sûr, ça s'applique aussi partout. Ouais. Ouais. Comment justement tu utilises le tunnel en soi, le tunnel de vente? Tu veux dire pour le marketing de réseau? Oui. Euh, je fais quelque chose d'assez classique, en fait. Moi, j'aime bien les choses simples. Donc, le gros fil rouge de ma méthode, c'est envoyer des gens sur une landing page. Mhm. On capture l'adresse mail avec une promesse. On les envoie typiquement avec de la publicité Facebook. De l'autre côté de la landing page, il y a une page de présentation, souvent en vidéo, où on explique un peu le pourquoi du comment et ce qu'on propose. Et l'étape suivante, c'est que les personnes intéressées prennent rendez-vous sur ton agenda en ligne pour qu'ensuite tu les aies au téléphone et que tu répondes à leurs dernières questions avant de les inscrire dans ton MLM. D'accord. Ouais, c'est simple mais efficace, quoi. Ouais, et on peut imaginer une tonne de variantes, tous les chemins mènent à Rome, mais Mhm. c'est le fil rouge. Ouais. Ouais, c'est ce que tu marques dans ta page d'inscription là, pour recevoir tes mails particuliers. J'aime bien le titre, là, justement. Et puis tu as écrit monter un business en ligne, c'est simple quand on ne fait pas compliqué.
C'est tellement vrai. Mais du coup, j'en vois plein qui se dispersent à vouloir tester, à faire 1000 trucs. Donc pour toi, c'est quoi vraiment un système simple? C'est ce que tu viens d'expliquer, mais globalement, ce serait quoi? Plus globalement, c'est avoir une offre et un avatar. Pour Mhm. moi, un système simple, c'est un avatar, une offre, un tunnel. Et après, Ouais. tu construis. En fait, je n'aime pas trop la complexité. C'est peut-être mon côté un peu minimaliste. En plus, il y a la mode de l'essentialisme en ce moment. Il y a tout ce courant-là. Mais un courant que j'aime beaucoup parce que ça nous oblige à revenir à ce qui est essentiel, aux fondamentaux, etc. Donc, Ouais. pour moi, un système simple, c'est un système basé sur les fondamentaux. En clair, si tu veux faire plus de chiffre d'affaires, c'est bien d'optimiser ton tunnel de vente, mais tu auras beaucoup plus de leviers en apprenant à mieux connaître ton avatar ou en perfectionnant ton offre. Mhm. Donc, c'est ça que j'entends par c'est simple en fait. Enfin, pas la peine de faire de la technique, tout ça. Oui, il y a des gens qui ont peur des outils comme Webinar Jam ou ClickFunnels, etc. Mais en fait, ne te prends pas la tête. Je connais aussi des gens qui font des dizaines de milliers d'euros chaque mois et qui n'ont même pas de tunnel de vente. Mais par Mhm. contre, ils maîtrisent leur avatar et ils ont une offre béton. Ouais. Oui, c'est ça, c'est le fait de connaître vraiment précisément ton client idéal. Bah, tu vas orienter toute ta communication sur telle personne et du coup, l'impact il sera décuplé, quoi. Ouais, tu vas t'adresser spécifiquement à lui, il va se sentir concerné, ton offre va coller. Mhm. Finalement, les tunnels de vente, tout ce qui est technique en fait, le marketing, la technique, il faut bien comprendre que c'est un multiplicateur. Je pense que tu es d'accord avec ça. Et du coup, Ouais, 0 fois 10, ça fera toujours 0. Par contre, si tu exact. travailles à la source, 100 fois 10, c'est notre histoire. C'est ce que je travaille avec mes clients, justement. Ils ont déjà des business qui tournent bien. Hmm. Mais le fait de travailler encore de façon plus pointue sur la connaissance marché ou même sur le positionnement, de vraiment se positionner comme un expert, bah Hmm. là, les résultats, ils explosent. Parce Totalement. que derrière, ben, on est beaucoup plus focus, ça parle beaucoup plus aux gens et les gens ont plus envie d'acheter. Yes, c'est ça. J'ai lu que tu avais fait dans ta carrière quoi, 3000 présentations et plus de 10 000 prospects, à plus de 10 000 prospects. Donc tu sais exactement comment t'y prendre. C'est quoi peut-être deux, trois conseils, super conseils pour devenir meilleur en vente? Déjà, je fais une parenthèse, mais Oui. félicitations. Je vois que tu as vraiment bien fait tes devoirs. On sent le copywriter qui s'intéresse à la personne, donc c'est génial. Excuse-moi, c'est quoi la question du coup par rapport à ça? C'est comme tu as parlé à beaucoup de personnes, tu as fait beaucoup Ouais, de présentations, ben, vendre, c'est devenu presque naturel pour toi. Donc ouais. pour quelqu'un qui n'a pas eu toute expérience comme toi, c'est quoi les deux, trois super conseils que tu peux lui donner pour être encore meilleur? Peut-être de pratiquer un petit peu, ça peut aider. Non, mais en fait, je dis ça de manière banale, mais c'est Mais c'est vrai, hein. extrêmement vrai, tu vois. Ouais. Enfin, va voir mes premières vidéos ou imagine-moi dans mes premières ventes, premières présentations, ça avait strictement rien à voir. Par Mm. exemple, la personne qui m'a parlé de marketing de réseau, dont je parlais tout à l'heure, Ouais. il faut savoir que lui, il avait entendu parler de marketing de réseau. C'était à une soirée arrosée avec un pote. Donc, il était complètement éméché. On lui a expliqué le marketing de réseau. Il a compris la moitié. Et le lendemain, quand il me l'a expliqué, il avait oublié l'autre moitié. Oui. Donc, pour dire que la présentation, ouais, c'était rien du tout. Puis moi, je me suis imprégné de ça. Et après, il a fallu que je répète. Donc, on se rend bien compte que ce n'était pas une présentation avec des slides, un truc carré, etc. Mais il y avait l'essentiel. J'étais le bon avatar, il y avait une bonne offre, il y avait l'enthousiasme, etc. Donc, forcément, au début, c'était un peu bricolé. Après, on se professionnalise. Moi, ça a toujours été un peu pareil. Et je pense que c'est avec la pratique qu'on s'améliore. Tout à l'heure, tu as donné les chiffres. 3000 présentations, 10 000 prospects. Ça peut paraître énorme ou pas beaucoup, suivant les gens. Souvent plus énorme, mais il faut bien comprendre qu'en 7 ans, c'est juste le fait d'exposer régulièrement ses produits et ses services. Il suffit que ce soit 4 personnes par jour pendant 7 ans, ça Mhm. suffit à avoir des chiffres impressionnants, sachant que certaines présentations, c'était devant 20, 50, 100 ou 300 prospects. Donc oui, j'ai vu, ça doit être ça. Ouais. J'avais fait des vagues calculs, c'est difficile à Ouais. évaluer, mais surtout en porte-à-porte, quand tu vois 50 personnes par jour, ça fait grimper, quoi. Donc oui, beaucoup de présentations, beaucoup de gens. Et premier conseil pour s'améliorer au niveau de la vente, oui, le premier, c'est pratiquer. Ça Mhm. peut paraître bateau, mais vous le savez, j'aime les fondamentaux. Juste, quand je dis pratiquer, c'est aussi de lâcher le fantasme d'être excellent tout de suite. Oui. N'essayez pas de vous comparer à un vendeur qui est là depuis 3 ans ou un marketeur expérimenté. Ne comparez pas votre chapitre 2 au chapitre 27 de quelqu'un d'autre. C'est mon côté écrivain là qui parle. On sent l'auteur là qui parle. Tout à fait. Mais du coup, mettez dans les bonnes proportions. Acceptez aussi qu'au début, ça soit un peu du bricolage et que vous ne soyez pas aussi bon. Enfin, acceptez aussi de croître parce que je crois que le bonheur vient de la croissance. Donc, acceptez aussi de démarrer au niveau 2 et puis d'évoluer jusqu'au niveau 45. Mais
c'est ce plaisir-là aussi d'évoluer. Donc, Mhm. acceptez, pratiquez, allez-y. Premier conseil. Et un deuxième pour la route, bouclez-la, nom de Dieu. Écoutez les gens. Mais c'est vrai, ça. Souvent, on dit L'écoute est hyper importante. à 100%. On dit souvent, on a 2 oreilles et une bouche, il faut les utiliser en proportion. Mhm. Et souvent, les gens disent, oui, oui, je sais, je sais. Ouais, mais tu le sais, mais tu ne fais pas ce que tu sais. Si tu faisais ce que tu sais, bah, tu aurais plus de résultats. Donc, des fois, je suis impressionné parce que j'échange avec des gens sur Zoom ou au téléphone ou en présentiel. Il m'arrive parfois de chronométrer le nombre de minutes qu'ils peuvent parler Ouais. sans que je décoche un mot. Des fois, je triche, je bouge un sourcil, j'en bouge un deuxième, ou je hoche la tête, ou je fais même des petits sons, tu vois. Mais je me force des fois à me dire, allez, boucle-la au Je me maximum tais. pour voir jusqu'où on peut pousser. Et ça montre 2 choses. Ça montre que moi, déjà, je peux communiquer sans parler, parce que pendant qu'il parle, il m'adore. Hein. Voilà, c'est un Ouais. principe de réciprocité. Et donc, du coup, je me teste à combien de temps je peux rester sans parler. Et je suis curieux de voir combien de temps la personne en face peut ne pas s'arrêter de parler. Et ça, Ouais. j'irais peut-être de rétablir un peu l'équilibre. Donc, juste écoutez, plus sérieusement, plus concrètement, écoutez, vous aurez plus d'informations, vous serez moins à côté de la plaque, ça sera plus humain, la personne. Enfin, je veux dire, on est tellement dans une génération qui bouge avec les fils d'actualité, les réseaux sociaux, tout ça. Les gens, ils sont contents quand on leur accorde de l'attention, pardon. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, donnez de l'écoute, ouais. Ouais, tu parlais avant de la pyramide de Maslow. Ben justement, les besoins d'appartenance sont très importants et le fait de se sentir écouté, ben, les gens, ils aiment bien ça, quoi. Ouais, totalement. Puis un truc qui marche aussi du tonnerre, c'est le silence. Ouais, ça va avec finalement. Ça va exactement avec, mais c'est vrai que ça peut poser un certain embarras pour certaines personnes, de poser peut-être une question, puis de laisser un gros silence derrière. Mais en fait, c'est ce C'est silence qui dur. est hyper important, en fait. Ça demande un shift, mais quand vous jouez ce jeu du silence, c'est vrai que c'est un très très bon levier. Tu fais bien de le préciser, que ce soit dans la vente ou dans le coaching. Dans le coaching, ça permet d'aller plus en profondeur dans les questions et voilà, c'est Exactement. important, c'est un bon outil. Mais dans la vente, souvent, il y a un conseil qui revient et auquel j'adhère. C'est que quand on annonce un prix, derrière, on se tait. Exact. Et ce jeu du silence, c'est difficile et ça a été difficile pour moi aussi. Au début, j'étais obligé de mettre mon téléphone en mute pour être sûr. Excellent. Mais oui, c'est important de laisser la personne cogiter, encaisser, se faire son schéma interne. Et toi, tu as l'impression que personne ne parle. Donc, tu as un silence de 1 minute, peut-être 2 minutes. Je ne sais pas si tu te rends compte, 2 minutes de silence, c'est énorme. Et tu as l'impression que personne ne parle, mais ton prospect, il est en train de se faire un dialogue interne entre lui et lui, en train de se dire ah, c'est cher, oui, mais pas tant que ça, oui, mais si, ah, mais les factures, et puis ceci. En fait, il est en train de discuter. Et si toi, tu parles, tu interromps ce silence, tu vas l'interrompre lui, c'est ultra mal poli. Donc, garde le silence. Ok. Non, c'est vrai que c'est hyper important. Et on parlait de la vente, mais il y a aussi un autre point qui est important, et j'imagine que c'est pareil dans le MLM, mais c'est dans tout business, surtout quand on vend une prestation, du coaching, ce genre de choses, c'est le fait de se savoir se vendre soi-même. C'est ce que j'essaie de faire et que je fais tous les jours pour attirer naturellement des clients. Ben, on attire naturellement des clients si on sait se vendre aussi. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Très juste. C'est apprendre à vendre, c'est une chose. Apprendre à se vendre, c'est encore autre chose. Et souvent, c'est encore plus profond que ça. C'est que les gens, ils c'est pas qu'ils n'arrivent pas à se vendre, c'est qu'ils osent pas. Ils se disent Oui. ouais, en quoi je suis légitime, en quoi ceci, en quoi cela, et ils se posent plein de questions. Moi, c'est ce que j'appelle la kryptonite. Tu sais, cette pierre qui t'enlève cette capacité de rayonner Ouais, et d'exprimer tes pouvoirs. Les gens sont bourrés de kryptonite, que ce soit la kryptonite de l'imposteur ou que ce ouais. soit cette kryptonite de je n'en vaux pas la peine, je ne le mérite pas. Mais osez vous affirmer, acceptez que vous pouvez aider des gens et de là, vous arriverez mieux à vous vendre parce que vous arriverez mieux à partager votre message. Et le petit hack qui irait avec, parce que là, on est un peu dans la stratégie globale, mais si on Ouais. va plus techniquement, utiliser le storytelling. C'est tellement, c'est 80-20 le storytelling. Vous ne pouvez pas vous tromper en apprenant à rédiger des histoires ou en racontant des histoires. C'est une valeur sûre, je trouve. Mhm. C'est Parce que vrai vous qu'en captez les émotions. copywriting, le storytelling est très important, quoi. Ça permet de poser un cadre, de poser même comment dire ça, des questions, puis la personne se répond toute seule, quoi. Oui, totalement. Oui, les questions fonctionnent bien aussi. Mhm. Mais le mieux, c'est de contourner un peu le mental de votre prospect et de lui parler vraiment à ses émotions, en fait. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que ses émotions sont plus proches de son portefeuille que son mental. Oui.
Donc, aller chercher les émotions avec le storytelling et connecter avec la personne de cette manière-là. Ah, de toute Raconter façon, votre histoire. ouais, ouais, la vente, c'est quelque chose de tout à fait émotionnel. Et souvent, c'est régi par, par l'inconscient, quoi. 80% des choix sont inconscients. Donc, il faut vraiment viser ce côté inconscient des gens pour qu'après, ils rationalisent mais par la suite. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Quand je discute avec mes amis un peu entrepreneurs, ceux qui ont aussi des gros business qui tournent bien, il y a vraiment ce côté mindset qui ressort toujours, ainsi que développement personnel. Et je trouve que finalement, c'est presque normal de travailler sur soi pour se développer. Et quand nous, on se développe, ben, on peut développer aussi notre business, dépasser certains paliers. Je sais que ben, c'est pareil pour toi, des quelques recherches que j'ai faites. Qu'est-ce qui t'a fait le plus évoluer? Tu me disais aussi que tu étais assez introverti quand on s'écrivait sur Messenger l'autre jour. C'est vrai. Ça peut paraître paradoxal d'être introverti et de faire du marketing de réseau et de la vente en porte-à-porte, mais c'est parce que il faut apprendre à dissocier les deux. Et euh, tu peux être introverti de nature et Mhm. extraverti professionnellement. C'est pas incompatible du tout. Ouais. Et puis ça dépend le contexte, ça dépend de tas de choses. Du coup, la question c'est euh, C'est le côté mindset. Qu'est-ce que toi le tu fais mindset. Ouais. encore maintenant au niveau développement personnel ou que tu as fait au Euh, départ et puis que tu continues à faire, mais qui te permet vraiment de t'évoluer en tant que personne et du coup de faire évoluer ton business en parallèle. mais je sais pas, c'est dans mon ADN, franchement, de me former. J'ai toujours fait ça. Moi, parmi mes valeurs hautes, mes priorités intrinsèques dans la vie, j'ai l'enseignement et l'apprentissage qui sont très élevés. Donc, c'est très naturel pour moi d'apprendre et de transmettre. Je comprends que ça le soit moins pour d'autres personnes. Donc, pour moi, la question de se former ou d'améliorer son mindset, c'est comme du carburant pour une voiture. C'est inconcevable. Ta voiture tombe en panne, bah, je ne sais pas d'où ça vient. Oui, mais est-ce que tu as du carburant dedans? C'est pareil, ton business stagne. Ok, est-ce que tu t'es fait coacher? Est-ce que tu as travaillé sur ton mindset? Est-ce que tu t'es formé? Ça me paraît naturel. Maintenant, pour répondre à la question, bien, au tout début, c'était des livres. Aujourd'hui encore, je lis tous les jours. Ouais. Et vous savez, ce qui est important pour nous, on le garde près de nous. Et là, vous l'imaginez peut-être, je ne suis pas chez moi, je suis dans l'ancienne pièce de couture de ma femme, qui devinait sa couleur préférée d'ailleurs. Le rose. Mais quand j'ai emménagé dans cette pièce-là, pendant cette période un peu particulière, j'ai pas emmené grand-chose, mais j'ai emmené mon ordinateur, j'ai emmené ma bibliothèque, des livres derrière. On garde près de soi les choses qui sont importantes. Et pour moi, c'est important de se former. Je lisais des livres il y a 7 ans, j'en lis encore aujourd'hui, j'en lirai encore jusqu'à la fin de ma vie, c'est une certitude. Mhm. Donc, c'est la première chose pour se former. Maintenant, les livres, ça ne suffit pas pour un certain nombre de raisons. C'est fondamental, mais ça ne suffit Oui. pas. Donc, j'encourage les gens à se former sur leur expertise, à se former sur la vente également, et pourquoi pas se faire accompagner, etc., parce que c'est encore autre chose. Aller au séminaire, bref, faites tout ce que vous pouvez pour emmagasiner de l'information et surtout après la mettre en pratique. J'ai l'impression que c'est ultra bateau ce que je viens de dire. C'est peut-être bateau, mais je pense que très peu l'appliquent en fait. Parce que certains, bah, comme on disait au tout début, ils veulent le dernier hack, ils veulent le dernier truc, ils veulent vite monter. Quand en fin de compte, l'expérience, bah, elle s'acquiert avec le temps et puis elle s'acquiert aussi en se formant. J'aimerais Donc, rajouter un truc justement au sujet de lecture, c'est qu'il y a des gens me disent ouais mais je suis trop occupé, j'ai pas le temps de lire. J'ai pas compris. T'as- Non, t'as pas le temps de ne pas lire. tu te Parce prends que pas le temps. tu as Dale Carnegie, qui a été un des plus grands penseurs de son temps sur son sujet, qui a une expertise mondiale, qui a compilé 40 années d'expertise de top level dans un livre qui se lit en 4 heures et que tu peux même écouter en audiobook. Mm. Et tu me dis que tu n'as pas le temps d'apprendre de ce monsieur? Je comprends pas, tu vois. Vous n'avez pas le temps de ne pas lire. Vous devez avoir chaque jour une plage pour vous former. Et si vous ne l'avez pas, quand vous allez courir, écoutez un audiobook. Les livres audio sont très pratiques pour ça, les Ouais, c'est podcasts top, aussi. hein. YouTube suffit pas. Vous pouvez trouver des belles choses sur YouTube, mais pour moi, YouTube, ça fait pas partie de la phase de mindset, développement personnel. C'est autre chose. Le vrai, c'est les livres, les formations, les trucs comme ça, les trucs structurés, complets. Donc, que ce soit au format papier, sur votre Kindle, sur votre audiobook, accordez-vous ce moment pour vous. De même Mm. que, messieurs, vous trouvez du temps pour vous raser et vous faire beau et vous accordez du temps pour vous et aller au sport, bah, messieurs, dames, accordez-vous du temps pour votre mental et nourrir là-haut, quoi. Exact. Puis surtout, pas toujours se nourrir de mêmes choses. C'est comme dans l'alimentation, hein. Si on mange que des pâtes, ben, on ne va pas aller très loin. Et du coup, même pour les lectures, hein, essayer de varier, pas toujours focus sur copywriting ou marketing ou ça,
mais Ouais. d'agrandir un peu son champ de vision au niveau lecture. Ça permet aussi d'aérer l'esprit. Et des fois, c'est ça qui donne des super bonnes Ah ouais. idées. Parfois, les Bon, meilleures idées viennent de trucs qui ont totalement rien à voir. Euh, on pourrait trouver une tonne d'exemples. c'est Mais sûr. oui, varier les lectures. Quand on lit un livre, pas forcément d'histoire, mais par exemple, il y a le livre très connu, là, Sapiens. On comprend un peu de manière différente comment les gens pensent, comment les gens s'organisent. C'est un livre intéressant qui n'est pas directement du marketing ou de la vente ou du business, Mhm. mais ça donne une perspective différente. Les biographies aussi, c'est notre porte d'entrée. Ouais. Et à cela, je rajouterais que oui, il faut varier les lectures, bien sûr. Et il y a aussi le tenant inverse. Ne cherchez pas toujours le nouveau livre qui vient de sortir, etc. En plus, au bout d'un moment, vous allez commencer à avoir des informations contradictoires et ce n'est pas forcément facile d'avoir du discernement, surtout si vous n'allez pas sur le terrain. Si vous êtes juste dans une bataille de pensée de « Ah, il y a tel courant de pensée, tel autre, vous allez être perdu. Vous entendez quelque chose, vous lisez quelque chose, vous appliquez, vous faites une idée, vous entendez autre chose, vous implémentez, vous testez et vous comparez. Mais Mhm. surtout, là où je veux en venir, et c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est la puissance de relire les meilleurs livres qu'on a lus. J'allais le dire. Relire les fondamentaux, toujours pareil. Ouais, ouais. J'allais dire exactement la même chose, c'est que des fois, tu as meilleur temps, si tu as vraiment le livre qui est la référence dans un truc particulier, bah, c'est de le lire 10 fois, quoi. Mais ouais, Là, tu vas vraiment assimiler tous les fondamentaux, et ça sera presque inconscient, tu vas vraiment les assimiler. ça m'agace que des livres pareils coûtent 7 ou 20 euros. Les gens n'accordent pas assez de valeur. C'est vrai, Vous, c'est vous vrai. devriez lire certains livres comme si vous aviez mis tout votre compte d'épargne, quoi. Exact. Il y a un truc que j'ai trouvé pas mal dans un de tes derniers mails, ou je sais plus quand c'était le fait que chaque début de mois, tu te poses 10 questions. Ouais, C'est une routine que tu t'es mise puis que tu maintiens toujours. je le fais. Ouais, là-dessus, il y a Une des fois trucs, je suis par plus ou mois. moins régulier. Je suis humain. Il y a des trucs que je suis vraiment beaucoup et ça en fait partie. Je me pose des questions tous les jours, toutes les semaines et tous les mois et tous les ans et toute Mhm. la décennie. Je me suis rendu compte de ça début Ah, 2020, du coup. cool. C'était un moment intense de faire le point sur une décennie entière. Mhm. J'en ai encore la chair de poule tellement ça peut être que des émotions de gratitude pour le chemin parcouru, quoi que vous ayez affronté ou quoi que vous ayez accompli. Donc j'encourage vraiment à faire le bilan juste pour ressentir ce genre d'émotions. Donc moi je fais euh, journalier, hebdo et mensuel. Les questions vont être sensiblement être les mêmes. Mhm. Chaque jour je me demande, je note en fait dans mon journal les victoires du jour. Je note pas les échecs. Je mets souvent un symbole et le symbole, c'est plus. Donc, Mhm. c'est plutôt qu'est-ce que j'ai mal fait et que je peux améliorer, les Ouais. pistes d'amélioration. Troisièmement, les idées, les petits déclics. Et quatrièmement, ce pourquoi je suis reconnaissant. Ok. Donc, des fois, il y a des pages entières, des fois, il n'y a pas grand-chose, mais je fais ça tous les soirs. Je m'y tiens pas mal et je reproduis le schéma de manière hebdomadaire. Et à l'arrivée à la fin du mois, puisque c'est ta question, j'approfondis avec une dizaine de questions, mais Mhm. c'est à peu près la même structure. Globalement, ça va être mes victoires, mes échecs, et qu'est-ce que je peux améliorer du coup. Ça va être ma gratitude et les déclics. Ça va être qu'est-ce que j'ai aimé faire et qu'est-ce que j'ai pas aimé faire. Quels investissements ont été rentables, lesquels ne l'ont pas été, et qu'est-ce que je m'engage à changer pour le mois suivant. Mhm. Et ouais, c'est ça les 10 questions en fait. Tu utilises quoi, un bullet journal? Je vais pas le dire parce que ça peut changer en fait, et je voudrais pas donner des fausses pistes. Ça m'est arrivé d'utiliser un Google Sheets, un Google Doc. Là, en ce moment, je suis plus journal papier. J'en ai beaucoup des journaux d'ailleurs qui sont au moins aussi précieux que mes livres. Mhm. Depuis 2014, je dois avoir ça. Donc, je varie un peu les formats. Je suis pas sûr d'avoir réellement trouvé. Je crois que le papier a un pouvoir que l'ordinateur n'a pas, ça c'est sûr. Je vous encourage à trouver, vous, ce qui fonctionne le mieux. Et aussi, quand on parle de bilan mensuel, il y a un truc que les gens ne savent pas, mais j'enregistre un audio, un podcast de 15, 20, 30 minutes, tous les mois ou tous les 2 mois max depuis 2017 D'accord. pour faire le bilan. Et personne n'a jamais écouté ça, c'est juste pour moi. Ouais. Peut-être qu'un jour, j'en ferai quelque chose. Enfin, je sais que ça me servira, je ne sais pas quand, ni pourquoi, Ouais. ni comment, mais j'ai ce journal audio aussi. Ah, c'est intéressant. Après, le côté d'écrire à la main, au niveau neurologique, c'est très puissant, hein. Oui. C'est un exercice que, quand tu te lances dans le copywriting, on fait faire souvent, c'est celui de recopier des pages de Mhm. vente à succès. Et en fait, c'est pas anodin, c'est que le fait de recopier manuellement, ça travaille des zones de ton cerveau qui sont différentes que si tu le retapes à l'ordinateur. Mhm. Et donc, tu réussis à vraiment mieux assimiler les structures, soit des phrases, soit dans l'ensemble de la page de vente. Donc, c'est très puissant le fait d'écrire à la main. Totalement. Avant, tu parlais d'un point qui m'a fait tilt, c'est celui de la gratitude.
Et ça, je trouve assez intéressant aussi au niveau développement personnel. C'est pas forcément se concentrer justement. Je voulais faire 50 ventes, puis j'en ai fait que 41, donc c'est une frustration. Mais plutôt se dire, là, j'ai déjà fait 40 et je suis hyper content. Ça, c'est le côté gratitude que, dont tu parlais aussi avant. Ça peut paraître un peu cheesy, je sais pas comment on dit, hein. Ouais, un peu perché, tout ça, mais c'est finalement assez logique. C'est que notre corps, il devient très vite addict aux émotions qu'on a. Quand on a une émotion, on crée une chimie dans l'organisme, une chimie auquel le corps devient addict et qu'il a tendance à reproduire. Si vous êtes tout le temps en colère, vous allez vous créer d'autres circonstances que vous allez interpréter de sorte à être en colère. Quand vous créez de la frustration, c'est la même chose. J'ai remarqué qu'il y a des passages dans ma vie. Au début, j'avais une petite frustration, après j'avais une grosse frustration, et plus j'étais frustré, plus c'était une boule de neige de frustration. Ouais. Et depuis que j'ai expérimenté la gratitude, c'est un peu l'inverse. Au début, j'avais de la gratitude pour des trucs. La base de la gratitude, c'est déjà, je suis content, je viens d'ouvrir les yeux ce matin. Je suis en bonne santé, je suis en vie. C'est dingue, mais il y a peu de gens qui font ça. Et donc, ça peut paraître pas grand-chose, mais très vite, la gratitude, c'est un sentiment que j'ai développé. Et des fois, je me rends compte que j'ai de plus en plus de gratitude et ça me fait avancer. Et surtout, même quand je traverse des épreuves, des difficultés apparentes, au final, quand je fais le bilan journalier ou hebdomadaire ou mensuel, je me dis, mais j'ai de la gratitude pour cette épreuve parce qu'elle m'a construit. Oui. Donc, c'est la même épreuve et on peut l'interpréter avec de la colère, de la frustration ou de la gratitude. Et sachant que notre but dans la vie, c'est globalement de bien la vivre, d'être heureux, tout ça. C'est les émotions en fait qui dictent notre vie. Vous pouvez être très heureux ou très frustré avec les mêmes événements. Donc, à vous de choisir. Dans le doute, je vous conseille la gratitude, c'est pas trop mal. Et d'un point de vue santé, neurologique, etc., c'est bien aussi. En fin de compte, on en revient un peu à cette philosophie globale de simplicité, que ce soit dans le business ou dans la vie. Voilà, il y a des choses qui se passent. Enfin, si on prend l'habitude de montrer de la gratitude, on peut être que mieux. Ça me fait penser à cette expérience je ne sais plus quel japonais qui a fait ça avec 2 pots de riz qui ont été scellés dans 2 pots. Et puis dans un, tous les jours, la personne disait des mots gentils à ce pot de riz. Et puis dans l'autre, il disait toujours des mots méchants. Le pot avec des mots méchants, il a pourri. J'ai jamais réussi à savoir quelle était la pertinence de ce genre d'études et on peut toujours se questionner là-dessus. Mais une fois, je suis allé chez un copain qui avait fait pareil avec 2 citrons. Oui. Il y avait un citron en bonne santé et l'autre tout pourri. Je me suis dit, bon, je ne sais pas si ça marche, je ne sais pas si ça s'explique, mais en tout cas, j'ai envie d'y croire, donc j'y crois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, on a pris son citron en forme avec un copain et on l'a insulté pendant 2-3 minutes, voir s'il s'énervait. On n'a pas vu grand-chose, mais j'espère que le citron se porte bien aujourd'hui. J'espère pour lui. Juste avant, tu parlais aussi de networking. Je sais que tu vas régulièrement à des événements. Tu étais à Toulouse il n'y a pas longtemps là, pour le J'en ai fait 3 en 15 jours d'ailleurs à ce moment-là. Ouais. Tu étais à Bali, je crois, aussi pour Julien Musi ou... Ouais, c'est ça. J'ai fait Paris, Toulouse et Bali dans les 15 jours. C'était un grand chelem. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du networking? Est-ce que tu as des méthodes particulières pour rendre ces moments, on va dire, utiles pour ton business? Est-ce que tu en as retiré des bénéfices? Si tu les fais plus pour vendre, pour rencontrer du monde, pour trouver des prestataires? Voilà. Ouais, c'est une très bonne question. Alors, en tant qu'introverti, le networking, franchement, C'est galère. en vrai, c'est pas du tout mon point fort. Mais maintenant, j'ai appris à y aller avec authenticité, honnêteté, et puis il se passe ce qui doit se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je vais à des événements, je sais pourquoi j'y vais. J'en ai fait un podcast lors de je sortais d'un séminaire en décembre dernier. Je crois que c'était au Biz Club d'Alexandros, qui était très bien. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui venaient et ils ne savaient pas pourquoi. Ah, moi, je viens pour avoir de l'information. Déjà, tu ne viens pas au séminaire pour avoir de l'information. Je ne sais pas qui nous écoute, mais vous savez que les séminaires, ce n'est pas fait pour vous former. Enfin, c'est fait pour un certain nombre de choses, pour réseauter, pour échanger, pour avoir une bonne énergie et augmenter son niveau de croyance. Mais vous avez remarqué que vous n'apprenez pas grand-chose dans ce séminaire. Et même si vous appreniez, des fois, vous allez dire « Oh, ça, c'est ouf ce qu'il a fait !» Sauf que 2 heures plus tard, il y a 2 autres speakers qui sont passés, vous avez déjà oublié. Et oui, il y a vos notes, mais ce n'est pas aussi pertinent qu'une formation structurée. Les speakers, ils arrivent, ils prennent 15 minutes pour leur histoire, 30 minutes de contenu, 15 minutes pour pitcher ou faire autre chose. Des fois, ils ont prévu d'apporter beaucoup de valeur, donc ils ont mis 15 points, ils ont le temps d'en aborder 6. Les 7 sont bâclés, vous les retrouvez en PDF après. Je veux dire, c'est le jeu du séminaire, mais n'y allez pas pour vous former, ce n'est pas le but. Donc, si vous allez au séminaire, sachez pourquoi vous y allez. Par exemple, networker. Et donc, pour revenir à ta question, oui, il faut savoir si vous venez à un séminaire pour apprendre quelque chose, auquel cas, il faut peut-être trouver autre chose.
Si vous venez pour networker, c'est bien. Si vous venez pour trouver de l'énergie, c'est bien. Et si vous venez pour networker, ok, est-ce que vous cherchez des clients, des partenaires, des coachs, des gens qui vont vous mentorer? En clair, est-ce que vous cherchez des gens qui sont au-dessus, qui sont vos pairs ou que vous pouvez aider? C'est un peu le schéma. Ouais. Et allez-y avec cette intention-là. Et moi, je sais que j'aime pas dépenser de l'argent pour les séminaires. C'est un investissement que je suis très heureux de faire. Comme je l'ai dit, j'adore apprendre et enseigner. Donc, du coup, je fais en sorte de rentabiliser. Et en général, quand je vais à un événement, j'ai au moins directement ou indirectement des clients qui viennent issus de ces séminaires qui me permettent de me former, de networker gratuitement, entre guillemets. Ouais. Le point à retenir, c'est vraiment d'y aller avec une intention, Avec une avec un intention, ouais. objectif. Et en fin de compte, c'est pour tout. Dès qu'on se fixe un objectif, c'est là qu'on va l'atteindre. Les derniers séminaires où je suis allé, sur les 2 jours, il devait y avoir, je ne sais pas, on va dire une douzaine d'intervenants, enfin 12 sessions. Je dû assister à la moitié. Et l'autre moitié, je l'ai passé dans les couloirs ou en train de boire des cafés avec les personnes qui m'intéressaient et avec qui j'ai pu créer des liens ou avec qui on a pu avoir des échanges en off qui étaient beaucoup plus intéressants pour moi. Je préfère parler avec un des speakers pendant 10 minutes plutôt que d'avoir 2 heures sur un sujet que je connais déjà à 90%. Et je n'ai pas envie d'aller chercher la pépite supplémentaire, ce n'est pas ma priorité. Et ça dépend où vous en êtes dans votre business, évidemment, bien sûr. Mais sachez donc pourquoi vous y allez. Ok. Je reviens juste sur le fait d'être introverti, ça m'a fait penser à un truc. J'ai remarqué aussi que ceux qui sont introvertis, ils doivent se forcer justement pour faire pour aller dans des événements ou bien pour se lancer sur le net, parce qu'il faut se montrer, etc. Mais qu'une fois qu'ils passent le cap, ils excellent encore plus que les autres. Un peu comme les gauchers, qu'ils doivent tout faire avec la main droite. À la fin, ils savent utiliser les deux. Ils sont encore presque plus. Faut pas du tout le voir compétences. comme une faiblesse ou une contrainte d'être introverti. Extraverti, tu as des forces et des faiblesses, et introverti, c'est la même chose. Il faut juste apprendre à composer avec. Et oui, ça peut aider d'être un peu extraverti dans le business. Mais ce côté introverti, force tranquille, c'est très précieux aussi. Et surtout, moi, je suis introverti, donc je déteste aller vers les gens, mais j'adore quand ils viennent à moi. J'adore répondre aux questions. D'accord. Donc, j'ai bien fait de venir à toi. C'est ça. Non, mais c'est ça, tu vois. Et j'aime bien. Par contre, je veux dire, je peux être planté dans une pièce avec 25 personnes autour. Je vais avoir du mal à aller faire hey, coucou. Ou alors, c'est moi qui organise l'événement et c'est une autre histoire. Ou alors, je suis dans mon élément et ça va. Mais quand je ne suis pas dans mon environnement, je vais avoir du mal. Par contre, quand on vient à moi, après, je pourrais enchaîner pendant des heures. Et après, c'est à vous d'être stratégique. Si vous êtes introverti, mettez un chapeau à plumes. Les gens viendront vous voir naturellement et puis vous attirerez l'attention. C'est des marketing d'attraction. Exact. Ce conseil-là n'est pas le plus pertinent, ne le notez pas, mais il y a quand même de l'idée. On ne va pas le couper au montage, c'est bon. Non. Si on veut rejoindre ta liste, comment on fait? Vous allez sur merylcamus.com, c'est-à-dire le lien qui est dans la description de cette vidéo, évidemment. Je le mettrai, oui. Et vous pourrez accéder à ce que je propose. Essentiellement, je travaille beaucoup avec les emails que j'essaie d'envoyer chaque matin. Oui. Je n'ai pas encore réussi à trouver la rigueur de le faire 7 jours sur 7, etc. Pas par manque d'inspiration, mais pour plein d'autres raisons. Mais en tout cas, je sais que je communique beaucoup sur cette liste-là. C'est du frais. C'est ça aussi, c'est que ce n'est pas une automatisation d'email, je ne sais pas quoi. Oui. C'est du naturel, c'est du frais, c'est d'actuel. Donc, c'est aussi l'intérêt de cette liste-là. Vous pourrez y découvrir surtout comment je fonctionne, ce à quoi je pense en ce moment, et surtout comment globalement vous pouvez monter un business basé sur vos valeurs hautes, c'est-à-dire ce qui vous passionne et ce pourquoi vous êtes naturellement bon, que vous en ayez conscience ou pas. Ça fait longtemps que tu as mis en place ce emailing, on va dire quotidien? Oui, c'est à faire, longtemps. À l'échelle du marketing, ça fait peut-être 2 ans, donc ça commence à faire. Ah oui, c'est déjà pas mal. En fait, je l'ai fait énormément pour mon premier produit, donc le Funnel Network. Et là, j'ai créé mon deuxième programme un peu plus évolué. Oui, j'allais y venir. Ouais. C'est le programme Krypton, c'est ça? C'est ça. Merci pour la transition. Et du coup, j'ai fait de l'emailing quotidien pour le Funnel Network qui maintenant est plus en séquence automatisée. Et je continue l'emailing quotidien pour mon nouveau programme pour parler de l'actualité, en fait, de ce qui m'intéresse aujourd'hui. Et ce nouveau programme, alors si tu veux nous en dire plus, c'est très volontiers. Merci. Rapidement, le programme Krypton, déjà, tout est dans le nom. Pour ceux qui sont familiers avec l'univers de DC Comics et la mythologie de Superman, Krypton, c'est la planète natale de Superman. Oui. Et pourquoi est-ce que j'ai appelé ce programme comme ça? Parce que j'aime beaucoup ce mythe du super-héros. Quand vous venez dans le programme Krypton, l'idée, c'est que vous êtes un peu souvent des Clark Kent qui vous cachez derrière les lunettes, dans un job que vous n'aimez pas forcément.
et avec des super pouvoirs au fond de vous, mais que vous n'osez même pas exprimer. Et donc, parfois, vous n'avez même pas conscience parce que vous êtes enseveli sous de la kryptonite. L'idée, c'est qu'à la fin du programme Krypton, on a déchiré la chemise, vous avez décollé, vous avez un branding flamboyant, tout le monde vous voit et vous pouvez venir en aide et aller sauver les gens, entre guillemets. Donc, c'est sous cette grande image, cette grande métaphore que j'ai mis en place le programme, avec évidemment beaucoup de la théorie et beaucoup de pratique et beaucoup de technique aussi, bien sûr. Et c'est l'idée. J'ai vu que tu parles aux infopreneurs multipotentiels. Donc, c'est, on va dire, les zèbres, un peu ce genre de personnes, ou c'est encore autre chose? Exactement. Pas uniquement, mais j'ai remarqué que c'est beaucoup eux qui venaient à moi. Faudrait étudier pourquoi, mais ces personnes, les multipotentiels, les zèbres, etc., c'est ces personnes-là qui ont du mal à Je être connais très concentrées bien. sur un projet. Tu vois très bien. Ouais, oui. Il y en a beaucoup hein, dans notre environnement d'entrepreneurs ou de marketeurs. C'est des gens qui vont un peu dans tous les sens, pas parce qu'ils sont perdus ou pas parce qu'ils ne savent pas où aller, mais parce qu'ils ont trop de centres d'intérêt. Ils sont souvent, comme le nom l'indique, multipotentiels, donc ils savent faire plein de choses. Et du coup, l'idée, c'est de sortir un peu de ça, de réussir à se concentrer sur une seule activité, d'être stratégique dans ce qu'on fait et de mettre son business à profit basé sur ce dans quoi vous excellez. Arrêtez d'être bon partout, devenez excellent dans un domaine et apprenez à déléguer, etc. Ouais, c'est un peu des fois l'erreur que les enfants font ou que l'école fait, c'est quand une personne est forte dans un truc, puis fort en français et mauvais en maths, on va lui dire de travailler plus les maths pour augmenter son niveau de maths. C'est Quand en vrai. fin de compte, il doit encore plus bosser le français pour exceller là-dessus, et puis pour peut-être découvrir des potentiels écrivains, ou je sais pas. Totalement. Ouais. C'est un des fléaux d'aujourd'hui, c'est qu'on on essaie de créer des gens qui sont moyens, avoir la moyenne. J'espère que tu as eu la moyenne. Hein. C'est tes parents ou tes profs qui disent ça. J'espère que tu as eu la moyenne ou que. Enfin, c'est quoi ta moyenne générale? Et si ta moyenne générale, c'est de 11 sur 20, tu vas paraître pour quelqu'un de moins bon scolairement que quelqu'un qui a 16 sur 20. Sauf que peut-être que tu as 20 en anglais, 20 en maths et que le reste plombe ta moyenne. Et personne ne va te dire, mais en fait, tu es un génie des maths ou un génie de la musique. On va juste voir, tu es juste au-dessus de la moyenne. Quoi. Mais sauf que pour moi, la moyenne, c'est une insulte. Oui, c'est pas représentatif, justement. Petite Et puis question, là. surtout, personne enfin, vous avez le droit d'avoir l'ambition d'être dans la moyenne, vous avez le droit de vouloir être employé ou d'avoir qu'on vous dise quoi faire ou d'être dans la norme et vous mettre dans le moule. C'est votre droit le plus cher en fait. Mais si vous voulez changer les choses, si vous voulez en général entreprendre, quand on entreprend, c'est pour changer les choses, il faut apprendre à sortir de ce moule et donc accepter d'être marginal, accepter aussi d'être extraordinaire, donc en dehors de l'ordinaire, voire hors norme. Donc ça implique d'être en dehors de la moyenne. Donc quand on me dit tu es normal, tu es dans la moyenne, pour moi c'est une insulte. Heureusement on ne me le dit pas souvent, mais je travaille dur chaque jour pour ne jamais être là-dedans. Ouais, tu as meilleur temps de bosser pour exceller, comme on disait avant. C'est le seul point qui va te faire sortir du lot. C'est comme la spécialisation en marketing, le positionnement. Si on se focalise sur un truc, puis qu'on excelle là-dedans, on va ressortir du lot plus facilement, on va attirer des clients plus facilement, on va vendre plus facilement, etc. Après, l'idée, c'est pas d'être bizarre par défaut ou de chercher à tout prix d'être en contradiction avec les autres. Même si en soi, ce ne serait pas la pire des pistes, parce qu'il y a un homme célèbre, je ne sais plus qui a dit vous voulez connaître le meilleur raccourci vers la réussite, regardez ce que font 97% des gens et faites strictement l'inverse. Exactement. Puis sur ces mots de la fin, je vais te poser encore une question. Avec plaisir. Si tu devais te battre pour une bonne cause maintenant, ça serait quoi? Quelque chose qui te tient vraiment à cœur? Si je devais me battre, ça serait dans un dojo de karaté. Ça me manque un petit peu là. Depuis le confinement, je ne peux plus m'entraîner. T'es ceinture noire, c'est ça? C'est ça, ceinture noire karaté. Je travaille un petit peu pour le deuxième dan, mais là, du coup, j'ai pris un peu de retard. Mais j'entraîne toujours mon grand écart. Hein, ça va le faire. Mais si je devais me battre pour une cause et en enlevant les Mawashigiri, tout à l'heure, il y a un truc qui m'est venu en discutant. Je l'ai un peu reperdu. Mais globalement, ma cause, elle est déjà là. C'est d'aider les gens à s'exprimer et à faire ce qu'ils veulent dans leur vie. J'ai l'impression que chacun est venu sur Terre avec une mission, etc. Si je schématise un peu. Et que tout le monde tâte et essaie de faire ce que les autres veulent, mais il y a peu de gens qui sont au bon endroit, à la bonne place. Je ne sais pas si ça existe vraiment, que tout le monde a une étiquette, tiens, ta mission c'est ça, et le but c'est de la trouver. Je ne sais pas si c'est ça la vérité, mais c'est le sentiment que j'ai et j'aimerais vraiment aider les gens à trouver leur place, à s'aligner sur ce qu'ils aiment pour apporter un maximum de valeur et s'épanouir finalement. Donc, je ne sais pas si c'est le genre de cause que tu attendais, mais moi, c'est ce qui m'anime chaque jour.
C'est ta cause qui t'appartient. Et si elle t'anime, c'est parfait. J'aime aussi beaucoup les animaux, mais ça n'a rien à voir. Et tu veux aussi sauver le monde, c'est bien. Accessoirement, ouais, tu vois. Écoute, Meryl, je te remercie vraiment pour avoir pris un peu de ton temps pour papoter comme ça. C'était vraiment très intéressant. Merci pour l'invitation, Jack. Et puis, j'espère te recroiser tout prochainement, peut-être dans un event. Dans un séminaire, oui, certainement. Ça Tu marche. sauras pourquoi on y va. Merci beaucoup. Excellente journée à toi. À Salut tout bientôt. le Ciao, monde. ciao. Au revoir. Merci.